Est-ce que vous avez toujours pensé que les films d'horreur étaient exagérés, que ce n'était que de la fiction, que leur but était uniquement de vous faire peur et rien d'autre, que tout ça était le fruit de l'imagination des auteurs? Si c'est le cas, je vais vous montrer que parfois, la réalité est bien pire. Voici Ed Gein, aussi appelé le boucher de Plainfield. Un gars tranquille, bien qu'un peu bizarre, discret, bien vu par les habitants du village du Wisconsin. Personne n'aurait pu croire quel lourd secret il cachait, quelles atrocités il a commis. Des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles. Des choses que vous avez vues dans des films, sans savoir qu'elles étaient inspirées de ce tueur en série. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui était Ed Gein et comment sa folie a imprégné la pellicule au point de créer des monuments de l'histoire du cinéma. Ed Gein est né le 27 août 1906 dans le Wisconsin. Il avait un grand frère, Henry, décédé à 43 ans dans un incendie. Leur père étant alcoolique, c'est leur mère, Augusta, qui les a élevés. À l'école, Ed est un élève moyen et à 13 ans, sa mère le retire de l'établissement scolaire pour l'aider à la ferme. Le jeune garçon passe alors la majeure partie de son temps avec sa mère. À partir de ces éléments, on peut déjà constater que la personnalité d'Ed Gein a incarné un personnage culte du cinéma, Norman Bates, le personnage du film Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock et adapté d'un roman de Robert Bloch. Tout comme Ed, Norman est un jeune homme solitaire, timide et sans amis. Et avant de vous parler des horreurs qu'a commis Ed Gein, je dois vous parler de sa relation avec sa mère. Il aimait sa mère autant qu'il la détestait. C'était une femme dominatrice qui méprisait ses enfants. Des éléments que l'on retrouve aussi dans Psychose. Augusta était une religieuse fanatique, une luthérienne qui disait que les femmes étaient des putains, ce qui explique notamment que Ed Gein ne fréquentait que très peu de femmes. Là encore, on peut penser au personnage de Norman Bates, très peu à l'aise avec les femmes et qui répond à Marion que le meilleur ami d'un garçon est sa mère. Well, a boy's best friend is his. Et ce rejet des femmes me fait penser à cet autre film, Maniac, de William Lustig, est sorti en 1980. Dans ce film, un tueur en série s'attaque à des femmes et les scalpe afin de mettre leur chevelure sur des mannequins. Toute cette folie part du fait que la mère du tueur est morte, si bien qu'il y a une scène de cauchemar qui montre que cette obsession est liée au décès de sa mère. Le tueur choisit des mannequins afin de garder ses victimes auprès de lui, de les figer dans le temps, ce qui rappelle notamment le comportement d'Ed Gein. En effet, lorsque la police a fouillé la maison du boucher de Plainfield, ils ont trouvé une porte condamnée. Derrière, il y avait la chambre d'Augusta, telle qu'elle était en 1945, soit 12 ans après sa mort. Un élément que l'on constate aussi pour Norman Bates dans la scène où Lila Crane découvre la chambre intacte de sa mère. Et je vais enfin vous parler de Massacre à la tronçonneuse, puisque dans le deuxième opus, nous avons affaire à une famille matriarcale. Dans la suite de 1986, toujours réalisée par Toby Hooper, on découvre qu'au sommet de l'attraction, il y a un sanctuaire avec le cadavre de la grand-mère de la famille des cannibales. Et le fait d'y toucher va jusqu'à perturber Chop Top. Et donc, ce cadavre étant au sommet du manège, on comprend que, malgré une famille constituée uniquement d'hommes, c'est la défunte grand-mère qui a le pouvoir. Et comme je vous parlais de la mort de la mère d'Ed Gein, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé après son décès. Car c'est de là que tout part. Après cet élément déclencheur, sans aucun repère, Ed Gein est devenu celui que l'on appelle le boucher de Plainfield. 16 novembre 1957. Les hommes du village partent à la chasse. Certains constatent la disparition de Bernice Warden, la gérante de la quincaillerie. Les autorités sont alors à la recherche de la femme âgée de 58 ans. La police la retrouve dans une maison éloignée du village. Elle est morte. Et cette maison, c'est celle d'Ed Gein. Bernice Warden était pendue par les pieds, décapitée et étripée tel un animal après la chasse, voire même une pièce de boucher. Avec cette description, il est impossible de ne pas penser à Leatherface, un personnage de cinéma avec un tablier, un mode opératoire
et des outils utilisés par des bouchers, allant jusqu'à faire pendre ses victimes sur des allonges d'abattoir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le sous-titre du remake de 2003 stipule « d'après une histoire vraie ». Et bien évidemment, il y a aussi le masque de Leatherface, fabriqué à partir de morceaux de peau, principalement des morceaux du visage. Et chez Ed Gein, dans sa chambre, on a retrouvé plusieurs visages exposés. Malheureusement, nous ne sommes pas au bout de l'horreur, car au-delà d'être un tueur, Ed Gein était aussi un profanateur de sépultures. Dans cette maison insalubre, où les déchets et la vaisselle sale règnent en maître, les policiers retrouvent des restes humains. Des restes humains qui devenaient des objets du quotidien. Des crânes servaient de bol ou encore de cendrier. Ed Gein avait fait des bijoux avec des mamelons humains. Des fauteuils étaient recouverts de peau. Mais je ne vais pas vous énumérer toutes les horreurs, car la liste est bien trop longue. Tout ça nous ramène une fois de plus à Massacre à la tronçonneuse. La maison des Sawyer dans le film de 1974 est pleine de restes humains, servant notamment de fauteuils et de chaises. On peut voir une lampe faite avec un squelette et même les abat-jours en peau, puisqu'on retrouve ici un lustre avec une ampoule recouverte par un visage. Et ce n'est pas tout, car je vous rappelle qu'Ed Gein a inspiré de nombreux tueurs du cinéma. Le boucher de Plainfield possédait ce que la police a appelé une veste mammaire, c'est-à-dire qu'il a prélevé le torse d'une femme pour le fixer à des courroies, ainsi que des jambières avec la peau d'une femme, le tout dans le but de les porter. Ce travestissement, on le retrouve dans Le Silence des agneaux. Le tueur, Buffalo Bill, s'identifie à une femme et on le voit faire de la couture avec de la peau. Dans Psychose, Norman Bates se déguise en sa mère et même se prend pour sa mère. Il y a une dualité chez Norman. Et on retrouve aussi du travestissement dans Massacre à la tronçonneuse lorsque, lors du repas, on voit Leatherface avec son masque maquillé. Well, a boy's best friend is his. Chez Ed Gein, il a fallu que les policiers récupèrent tous les objets, qu'ils référencent chaque pièce à conviction. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent une autre victime. Le 8 décembre 1954, soit 3 ans avant l'arrestation d'Ed Gein, Mary Hogan disparaît. On retrouve sa tête chez le boucher de Plainfield dans un sac. D'ailleurs, comme Ed Gein l'a avoué lors de son interrogatoire, la veste mammaire a été réalisée à partir de la peau de Mary Hogan. Et cette tête décapitée me fait penser au film The Voices. Même s'il ne semble pas être inspiré des actes d'Ed Gein, il y a une histoire avec une tête décapitée qu'il conserve. Et c'est assez proche du fait que le boucher de Plainfield disait aux habitants que Mary était chez lui, comme si pour lui, elle était vivante. Et après le diagnostic des médecins, on apprend qu'Ed Gein était convaincu qu'il pouvait ressusciter les morts et aussi qu'il avait des hallucinations, exactement comme le personnage de The Voices. Ed Gein meurt le 26 juillet 1984 à l'hôpital psychiatrique Mendota Mental Health Institute, avec à son actif 2 victimes officielles. Mais qui sait, peut-être qu'il y en a eu plus. Peut-être a-t-il tué son frère. Il aura malgré lui inspiré bon nombre de romans et de films qui ont su marquer l'imaginaire collectif. Et il n'est pas le seul qui a inspiré le cinéma. Et donc, peut-être qu'un jour, je vous parlerai de ces autres tueurs qui ont inspiré le grand écran. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me prévenir en commentaire. Et surtout, pensez à partager cette histoire qui est complètement folle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. En description, vous pourrez retrouver les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. C'est censé être le cas pour tous les vidéastes. Chaque vidéaste devrait le faire. C'est essentiel en fait, c'est un peu normal de citer ses sources. Même simplement lire Wikipédia devrait être cité comme source. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!